chers auditeurs, dans notre rubrique aéronautique et marine, présentation Catherine Loubet. Aujourd'hui, je retourne au musée de l'air et de l'espace du Bourget et je vais rencontrer notre invité, monsieur Alain Roland, qui est président de l'association des Amis du musée de l'air et de l'espace, l'AMA. Et aujourd'hui, il va nous présenter le hall de l'entre-deux-guerres, qui pourrait aussi être intitulé celui des héros et des professionnels, et avec entre autres les traversées de l'Atlantique Nord. Je rejoins monsieur Alain Roland. Monsieur Alain Roland, on va se diriger vers un avion assez particulier, mais là il est assez long et il est de couleur beige avec des rayures rouges. Alors on va se diriger vers le Farman Goliath. Goliath, c'est l'ancêtre de la 320, hein, si on peut dire. C'est le moyen courrier de l'époque. Alors à l'origine, c'est un bombardier qui a été construit juste à la fin de la guerre de 14-18 et qui va être transformé. On va modifier le fuselage pour en faire un avion de ligne. Alors, c'est tout de même un projet assez étonnant avec nos yeux contemporains parce que l'avion est en bois et en toile, il est biplan, hein, 2 ailes, hein, et il a une sorte de longue cabine dans le fuselage qui peut quand même embarquer une dizaine de passagers. Mais surtout, la particularité qui est typique de l'époque, c'est que le pilote est au-dessus du fuselage. Enfin, je veux dire, sa tête dépasse parce qu'à l'époque, on n'imagine pas en 1919 qu'on puisse piloter un avion sans avoir la tête dehors. Donc le monsieur est casqué avec ses lunettes et tout. Enfin bref, son casque serre-tête de cuir. Et donc c'est vraiment les usages courants à l'époque. Alors c'est pour ça que c'est un peu étonnant quand on le voit comme ça au musée de l'air, parce qu'en fait ces 4 ailes ne figurent pas là dans le musée. Donc c'est pour ça qu'on voit. On n'a pas pu mettre la totalité de l'engin, et donc en fait n'est présenté dans ce hall que son fuselage, hein. Et l'aile supérieure est présentée en partie par son tronçon central, mais juste suggéré, si on peut dire. Et combien de passagers pouvait-il y avoir ? Une dizaine, hein, je disais tout à l'heure, une dizaine de passagers. Alors il faut imaginer qu'à l'époque il y a une sorte de tableau à la craie devant l'aérogare qui est en fait très très limité, hein, c'est juste quelques baraquements. On aura donc la grande aérogare à partir de 1937, hein, architecte Labro, pour l'exposition universelle, mais auparavant c'est très très rustique, hein. Et donc le tableau à la craie mentionne les départs du moment, du jour, et puis les passagers arrivent et ils embarquent dans ces avions, et puis ils partent pour Londres, Bruxelles, Berlin, etc. Et donc c'est un avion de ligne, mais ça, donc avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire qu'on navigue intégralement à vue, avec des conditions météo qui ne sont pas toujours extraordinaires, et on fait au mieux pour arriver au but, avec en plus une mécanique qui n'est pas toujours au rendez-vous, hein. Il n'est pas rare que l'avion se pose sur un aéroport, ou plutôt dans un champ, en attendant que les mécaniciens arrivent pour remplacer un moteur défaillant. Et surtout, on vole généralement pas haut du tout, hein, parce que de toute façon ces engins avec des passagers à bord ne montent pas très haut, hein, de l'ordre de 1000 mètres. Ah oui. Mais en général, quand le temps est mauvais, on vole sous la couche nuageuse. Il n'est pas question de rentrer dedans encore à l'époque. Donc on voit le paysage. On voit le paysage même de très près, hein, parce que quand le temps est mauvais, ils partent quand même. Parce que les billets sont très chers, hein. Pour un Paris-Londres, j'ai eu des contributions disant qu'il fallait compter environ 7 000 € contemporains pour faire un Paris-Londres, hein. Donc c'est hors de prix. Donc seule une élite, disons assez riche, peut se permettre ce voyage. Et puis ensuite c'est une question de mode, parce que c'est très bien de pouvoir dire dans les dîners qu'on est parti à Londres en avion, donc c'est vraiment réservé à très très peu de gens. Et en plus les conditions de confort sont quand même très très spartiates, hein. On arrive à embarquer un pilote et un steward, et le steward il a à l'arrière de la cabine quelques thermos avec lesquels il peut servir thé et café quand même. Alors question toute bête, parce que là tel qu'il est présenté, on ne voit pas la porte d'entrée. Non, elle est de l'autre côté. Ah d'accord, il y en a une. Et puis devant aussi, il y a une porte avec un escabeau qui peut être utilisé, hein. Enfin c'est très très rustique, hein, très très simple évidemment. Il n'y avait pas de parachute à l'époque. Absolument pas plus que maintenant. Ni de gilet de sauvetage. Non, pas du tout. Non, c'était pas prévu. Les sièges sont en rotin.
pour être le plus léger possible. Et donc c'est quand même... une ceinture de sécurité, bon, non? Pas vraiment, non. On viendra à ça plus tard. Oui. Alors à côté, on a un avion qui lui, un aspect totalement différent. Vous permettez que je décrive simplement au niveau des couleurs. Il n'a rien à voir avec le Farman Goliath. Il est plutôt complètement argenté, on va dire, et strié, métallique. Ouais. Oui, tout à fait. Donc c'est un avion Junker, le F-13, qui a été construit par monsieur Hugo Juncker, qui est un très très grand constructeur allemand, et qui avait donc comme technologie de base la tôle ondulée. Tout et simplement. alors en quelle année à peu près? Là on est toujours en 1919-1920, D'accord. Donc c'est le tout début des années 20. Et alors là, la cabine est beaucoup plus petite, il y a 4 passagers qui sont dans une petite cabine derrière le poste de pilotage. C'est un avion à un seul moteur, et la particularité c'est qu'il y a encore un trou pour que le pilote puisse piloter tête à l'air. Donc quand on regarde l'avion, on se demande si le musée a oublié d'ajouter une vitre dans la dernière restauration. En fait non, l'avion est comme il est là, avec une espèce de trou béant à l'avant, derrière une espèce de petit pare-brise, mais c'était donc la thèse du moment. On ne verra les cockpits fermés que plus tard, dans les années 30. Et donc le Junker, lui, a un aspect très très différent, d'abord parce qu'il est construit en métal, en alliage d'aluminium. Les Allemands sont très très précurseurs en la matière, pour une raison simple, c'est qu'ils ont déjà travaillé les alliages d'aluminium pour les dirigeables. Donc, ils sont des dirigeables qu'on appelle rigides. Ça permet de dire également qu'en ce temps-là, le transport aérien passager est partagé entre 3 modes. Il y a à ce moment les dirigeables, les fameux zeppelins, ce qu'on appelle les zeppelins en français. En fait, ce sont d'énormes dirigeables qui ont la taille de bateaux, qui font 150-200 mètres et qui sont très impressionnants en vol. Quand on a ça au-dessus de la tête, avec le nombre de moteurs qui ronflent en dessous et tout, c'est vraiment très spectaculaire. Ça vole assez doucement, une centaine de kilomètres heure, et puis ça peut couvrir des distances énormes, et avec des charges de passagers importantes. Les zeppelins font du transatlantique dans les années 20-30 avec 50 passagers quand même. Plus un certain standing en plus. Ah oui, très grand luxe, en vaisselle de prix et tout. C'était très très sérieux. Et donc ça, c'est un des moyens de faire du transport aérien à l'époque. Bien sûr, les avions tels qu'on les connaît de nos jours, qui partent d'une piste et qui se reposent sur une piste. Mais il ne faut pas oublier aussi à l'époque une grande importance, surtout dans les années 30, des hydravions. On pense que l'hydravion a un grand avantage, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de piste, bien sûr, et que surtout la piste peut être d'une longueur quasi infinie. Alors que les pistes sur les aérodromes, à l'époque c'est des pistes en herbe, c'est donc de l'ordre de 1000-1500 mètres et encore. Et donc on sait, les ingénieurs qui construisent les avions de ligne à l'époque sont bien au courant du fait que leurs avions ont des performances assez modestes dues à une motorisation qui est disponible mais qui n'est pas très très puissante. Et donc ça fait des longueurs au décollage en charge qui sont importantes. Donc l'hydravion résout ce problème. On peut décoller sur mer ou sur lac, et donc là, la longueur de piste ne pose pas de problème. Et puis on a aussi en tête le fait que la fiabilité des moteurs étant pas toujours certaine, donc on pense qu'il y a une meilleure sécurité avec les hydravions parce qu'on peut les poser en mer, au cas où. Voilà. Ce qui est faux. Oui, ce qui est faux parce que en fait un hydravion c'est ni un bon avion ni un bon bateau. Il faut faire léger pour que ça vole, mais il faut que ça ait une forme de coque pour que ça puisse se poser à l'eau ou ajouter des flotteurs. Tout ça, ça donne de la traînée, du poids pour la coque. Et d'autre part, lorsqu'on veut poser ça avec des creux supérieurs à 1 mètre, ce qui est quand même assez faible en haute mer, il y a très rarement des creux inférieurs à 1 mètre en milieu de l'Atlantique, et bien là on commence à prendre des risques importants. Donc c'est une fausse idée que de penser que l'hydravion a une meilleure sécurité. Mais donc, comme à l'époque, comme je disais tout à l'heure, le souci c'est la puissance disponible avec les moteurs du moment, eh bien de nombreux hydravions seront mis en service sur les lignes aériennes, entre autres par les Allemands, par les Américains, les Anglais, etc. Et nous aussi, bien sûr, on aura des hydravions dans les années 30, dont certains seront utilisés en ligne. Alors quand je dis en ligne, c'est pas toujours aussi simple que ça, parce que rares sont les hydravions qui arrivent à transporter une charge. C'est-à-dire,
quand on embarque 400 kilos sur certains des hydravions qui ont volé dans les années 30 en France, c'est tout ce qu'on peut faire. Le DOX allemand, le Dornier. Le Dornier, oui, qui est un avion extraordinaire, du très grand ingénieur Dornier, avec 12 moteurs quand même. Alors il a embarqué aux essais 170 passagers. C'est quand même un avion extraordinaire. Mais ceci étant, quand on veut lui faire traverser l'Atlantique, il est incapable de sortir ce qu'on appelle de l'effet de sol, c'est-à-dire qu'il est obligé de voler en rase-vague ou presque après son décollage parce qu'il ne peut pas monter. La puissance disponible ne permet pas. Alors certes, il arrive à traverser l'Atlantique, mais avec quelques passagers. On n'est plus du tout dans les 170 passagers, là. Ça, c'était des vols d'essai. Et il arrive à New York. Alors là, il est plus léger, il a consommé son carburant, et il arrive à New York avec la possibilité de monter quand même au moins à 500 mètres. On a des belles photos sur les gratte-ciel de Manhattan avec ce DOX. Mais c'est le problème de tous ces hydravions. L'aéropostale aussi, c'est servi beaucoup de... Oui, bien sûr. Oui, c'était une des options. Avec des avions Laté, entre autres, dont la fameuse Croix du Sud qui a vu, entre autres... un équipage disparaître avec un nom très célèbre, Mermoz. Bien sûr. Et tout son équipage, oui. Et oui, bien sûr. Alors, quels sont les autres avions que nous avons dans ce vol ? On peut voir autour de nous, il y a de nombreux planeurs aussi, puis quelques avions légers des années 30. Et, en France, il y a un mouvement qui apparaît, ce qu'on appelle avec la politique du Front populaire, qui veut qu'on diffuse l'aviation et les plaisirs du vol à un grand nombre. Donc on construit des petits avions à l'époque qui ont pour but d'être utilisés par les aéroclubs du moment. Alors en arrière-plan, il y a quand même une idée qui n'est pas neutre, et c'est le fait qu'il faut prévoir du personnel navigant pour à la fois l'armée de l'air et les compagnies aériennes, mais surtout l'armée de l'air. Donc on a en arrière-plan l'idée qu'avec le développement de l'aviation durant le Front populaire, on aura une réserve de pilotes potentiellement utilisables par l'armée de l'air. Donc ça fait partie du scénario qui a été bien compris à l'époque par les dirigeants français. Et autrement, donc, ce qu'on a autour de nous sont les avions de raid. Il y en a un qui est absent, c'est l'Oiseau Canari, qui a tenté une traversée entre New York et Paris donc en 1929. On a par contre au-dessus de nous le point d'interrogation, lui qui a réussi une traversée Paris-New York en 1930, on va y revenir. Et puis on a surtout une maquette et un train d'atterrissage. Alors justement, oui, là j'étais un petit peu interpellée par un train d'atterrissage apparemment très ancien, volumineux si on peut dire quand même, et la deux roues, et il semble bien sûr cassé, puisqu'il est en morceaux. En fait, c'est pour ceux qui connaissent, c'est le train d'atterrissage de l'Oiseau Blanc. C'est ça, l'Oiseau Blanc. Alors, qui est l'Oiseau Blanc? Alors l'Oiseau Blanc, ça fait partie des multiples tentatives qui ont été faites pour traverser l'Atlantique Nord. Il y en a eu d'abord depuis les États-Unis, plutôt le Canada, Terre-Neuve, parce qu'entre Terre-Neuve et l'Irlande, c'est là où la distance est la plus courte pour traverser l'Atlantique. Donc les premiers à se lancer sont dès 1919. D'abord 3 hydravions américains de la marine américaine, dont un seul réussira à la traverser, mais en 5 étapes. Et puis les premiers, ce sont 2 Britanniques, avec un avion qui s'appelle un Vickers Vimy, qui est un avion qui a été prévu pour être un bombardier, mais qui ne sera jamais utilisé pendant la Première Guerre mondiale, qui sera converti et qui, avec un équipage comptant messieurs Alcock et Brown, un pilote et un navigateur, ils réussissent, eux, la traversée dès 1919, juin 1919. Il y a aussi une traversée faite par un dirigeable britannique, l'A-34, dans les mêmes moments, donc au début de 1919. Et puis, de multiples tentatives sont préparées. Il faut dire, à l'époque, il y a un tel engouement autour de ces vols raids exceptionnels, on appelle ça des raids à l'époque, que la presse s'en fait abondamment l'écho, et donc les tentatives, les départs, les arrivées, tout ça sont abondamment questions financières signalées. Aussi. Alors, évidemment, il faut trouver, comme on dirait de nos jours, des sponsors, mais de nombreux
compétiteurs se présentent pour gagner ces prix en traversant l'Atlantique. Alors, évidemment, les premières tentatives partent des États-Unis. Pourquoi ? Parce que le vent est favorable au travers de l'Atlantique, donc le vent souffle d'ouest en est, et donc on préfère partir dans un premier temps depuis les côtes américaines ou canadiennes. Alors donc Alcock et Brown réussissent entre Terre-Neuve et l'Irlande en 1919, et puis après on essaye, parce qu'il y a un prix qui est donné par un restaurateur français qui a réussi aux États-Unis en affaires, et il s'appelle Orteg, et qui offre un prix, je crois que c'est $25 000 ou 15 000 $, je ne sais plus bien, enfin bref, qui traversera entre Paris et New York. Et donc, de nombreux équipages se préparent, beaucoup ne réussissent pas ni leur préparation, quelquefois certains se crachent pendant leurs essais, enfin bref. Et il y a une célèbre tentative par un des grands as français, Fonck, qui donc se rajoute sur une tentative qui à l'origine est américaine, et donc ils essaient de partir de New York, et ça se passe très mal. L'avion est un Sikorsky trimoteur avec 3 moteurs français, et donc en fait le décollage ne réussit pas. Et il se crache en bout de piste. Il y a sur les 5 membres d'équipage, il y en a 2 qui périssent. Mais Fonck survit. Oui. Et donc, à la suite de quoi d'autres tentatives ont lieu. Et bien sûr, celle que tout le monde connaît, c'est celle de Lindbergh. Mais là, on est en 1927. Oui. Et donc, en mai 1927, Lindbergh fait la traversée New York-Paris en 33h30, je crois. Mais avant, là, on est en mai 1927. Juste donc, avant, enfin, juste 15 jours avant. Voilà, le 8 mai, un équipage français a tenté la traversée de Paris vers New York. Il est donc parti du Bourget, et c'est le fameux Oiseau Blanc. Avec un désastre. Alors bon, on les retrouvera jamais. Alors la particularité de l'avion, c'est un projet quand même qui était assez étonnant quand on regarde ça avec nos yeux contemporains. Il décollait donc sur des roues, et les roues étaient larguées après le décollage. Oui. Et donc le fond du fuselage était conçu pour pas être vraiment le fond d'un hydravion, mais enfin disons être à peu près étanche pour permettre à l'équipage de survivre à l'atterrissage qui était prévu dans le port de New York. Donc c'est Ningesser et Colly, 2 héros Charles Ningesser, qui était multimédaillé, qui est un héros de la Première Guerre mondiale, 17 fois blessé, couvert de médailles, enfin bref, un personnage extraordinaire. Colly, pas loin derrière, lui aussi c'est un héros de la guerre de 14-18. Navigateur, voilà. Et à l'origine, il avait commencé dans la marine, puis après il a bifurqué vers l'aviation. Et donc ces deux personnages hauts en couleur, des héros de la guerre de 14-18, se lancent donc ce 8 mai 1927, et en fait ça se termine très mal. On ne les retrouvera jamais. Il y a même une histoire dans l'histoire, c'est qu'il y a un journal parisien qui croyait en faire le scoop du siècle, annonce leur arrivée à New York. Et en fait, hélas, c'est faux. Et en fait, on ne les retrouvera jamais. Et bon, il y a plusieurs hypothèses sur la fin de cet équipage. Certains disent qu'ils se sont abîmés en Manche, que ça n'a pas duré bien longtemps. D'autres, Monsieur Decré et son association, Bernard Decré, nous avons reçu plusieurs fois. Voilà. Donc lui a des éléments documentaires historiques pour attester du fait que l'avion se serait abîmé en fait au large de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc il aurait réussi. Tout à fait. Donc pour l'instant, on n'a que des éléments documentaires. On n'a pas retrouvé de pièces. La seule pièce qui pourrait être retrouvée en fait, c'est le moteur. Oui. Mais bon, il aurait peut-être dérivé ce moteur d'après. Oui. Alors. Justement, alors là, ce train d'atterrissage, c'est celui de l'Oiseau Blanc. C'est celui de l'Oiseau Blanc, donc l'avion on a la maquette juste à côté qui permet de voir à l'échelle ce que ça représente. Et donc on a ce train qui a été largué tout de suite après le décollage dans un champ à côté du Bourget. Voilà. Donc c'est vraiment une pièce extraordinaire. C'est le dernier morceau de l'Oiseau Blanc qui on leur rend hommage encore une fois aujourd'hui. Ah oui, ce sont des gens extraordinaires, vraiment, qui partent dans des conditions assez difficile, mais c'est vraiment des héros, c'est des gens qui ont peur de rien et qui, malgré les difficultés financières, personnelles, techniques, etc., ils vont quand même. Voilà. DFM 98 Radio Anguin, nous sommes avec notre invité Monsieur Alain Roland, président de l'AMA au Musée de l'Air et de l'Espace, et nous sommes dans le hall de l'entre-deux-guerres. Alors, donc on a Lindbergh qui arrive ici juste quelques jours après, et lui, alors là on est dans un type de personnage totalement différent. C'est un monsieur qui fait d'abord ça en solo,
Donc il est seul à bord et il prépare tout avec une minutie extraordinaire. Il fait un très bon choix avec son avion et l'avion non seulement mais son moteur. C'est le meilleur moteur qui existe à l'époque. C'est un moteur qui est fait par une société qui s'appelle Wright. Et ce moteur, un petit moteur en étoile de un peu plus de 200 chevaux, pour un avion qui fait 2 tonnes, presque 3 tonnes au décollage à pleine charge avec tout le carburant. Mais il a tout préparé, Lindbergh. Sa navigation est absolument très précise. Beaucoup de choses sont prévues. C'est un passionné de checklist. Il a tout. Méticuleux. Tout est prévu. Le crayon, la gomme, le bidon de café. Enfin bref, tout est prévu. Mais bon, il arrive ici quand même, donc le 21 mai, là, 1927. Il arrive ici évidemment après 33 heures de vol. Surtout qu'il n'a pas beaucoup dormi la nuit d'avant. Le départ, parce qu'il y a beaucoup de concurrents qui sont sur la ligne de départ. Et donc il y a une concurrence importante. Et donc à un moment, il y a une fenêtre météo qui s'ouvre et il y va, malgré le fait que c'était pas prévu du tout. Donc il était allé au théâtre la veille, tout simplement. Donc il n'a pas eu une grande nuit et il part pour 33 heures de vol. Donc c'est quand même. Enfin, il ne sait pas vraiment. De cet avion qui s'appelle le Spirit of Saint-Louis. Alors, il arrive à Paris, ici au Bourget, dans des conditions incroyables, parce que évidemment l'information est arrivée. Il est passé au-dessus de Terre-Neuve. Et, bon, les médias l'ont su, enfin les journaux l'ont dit. Et puis après, il arrive au-dessus de l'Irlande, puis les côtes de la Manche et tout. Donc tout le monde sait qu'il arrive. Alors lui, pardon, à contrario, il a voyagé hyper léger par rapport à un nageur et colis. Ah oui, ils ont d'abord un nageur et colis sont 2, et puis tandis que lui, il est tout seul, et tout seul avec vraiment un minimum de sandwich, de boissons, etc. C'est très peu de choses. Il n'emmène presque rien. Sa brosse à dents, même pas. Non, il n'emmène rien du tout. Bon, il avait une mouche, paraît-il, qui lui a tenu compagnie. Oui, pendant un moment, oui, effectivement. Alors, ça l'a un peu occupé. Enfin, c'est le gros problème. Il avait même, c'est le sommeil évidemment, il avait même prévu justement pour lutter contre le sommeil d'avoir un siège pas trop confortable. Il avait un siège raide en rotin et donc ça lui évitait d'avoir trop de confort et donc de risquer de s'endormir. Il va quand même s'endormir, c'est normal, et donc il va terminer au moins 2 fois au ras des vagues en se réveillant en sursaut et donc en tapant heureusement pas la surface. Mais il arrive au bout, mais à l'origine c'est quand même pas un pilote nouveau-né, Lindbergh. C'est un monsieur qui a déjà une grande expérience de pilote de ligne. À l'époque, la postale existait côté français, mais les Américains avaient commencé ça aussi, avec des vols de nuit, avec donc des pilotes qui étaient particulièrement bien formés pour le vol, ce qu'on appellera plus tard le vol aux instruments. Ils ont déjà une approche très technique de la chose et ils ont une bonne instrumentation pour des vols de nuit. Et donc Lindbergh sait faire ça. Et donc là, c'est un très haut niveau de professionnalisme pour l'époque. Et donc là, c'est pour ça que je mentionne souvent le fait qu'on a un basculement à l'époque entre les héros et les pros. Oui. Là, on a des gens qui n'ont plus du tout le même profil, quoi. Ce sont des gens qui sont qualifiés, entraînés et qui préparent extrêmement bien. Ce ne sont pas des aventuriers qui se lancent tête baissée dans les difficultés. Non, là, ce sont des gens qui vraiment prennent un maximum de précautions et se préparent particulièrement finement, avec beaucoup de détails pour donc assurer la réussite de leur vol. Pardon, alors Monsieur Alain Roland, donc Charles Lindbergh est lui donc arrivé finalement au Bourget, oui. Et il a été accueilli avec une foule. C'était incroyable, oui. C'est décrit dans les chroniques de l'époque. Il y a 200 000 personnes à 22h le soir qui attendent Lindbergh sur le terrain du Bourget. Lindbergh se pose donc de nuit avec un avion. La particularité du Spirit of Saint-Louis, c'est qu'on a mis un grand réservoir devant le pilote, entre le pilote et le moteur, et le pilote ne voit rien devant. C'est tout. Il n'y a pas de pare-brise. Oh là là. Alors, il voit sur les côtés, il y a des petites fenêtres sur les côtés, et il a même, côté gauche, un petit périscope. Un petit bout un petit carré de carton ou de bois, je ne sais pas trop. Mais il peut jeter un coup d'œil sur le côté, devant lui, à travers le périscope. Alors en fait, ça ne lui sert pas à grand-chose, parce que bon, il arrive de nuit, et donc il va faire une boucle d'abord autour de la Tour Eiffel, et puis après, il va aller vers le Bourget, et il se pose donc sur ce terrain, avec cet avion où il ne voit pas de vent, de nuit, terrain qu'il ne connaît pas, avec 200 000 personnes sur le terrain, Donc c'est merveille qu'il arrive à trouver un endroit où se poser à côté de la foule, et que
n'y a pas grand monde de blessés. Par contre, après l'atterrissage, c'est l'assaut. Oui. Et donc l'avion va être pillé, tout simplement. C'est-à-dire qu'il va y avoir des tas de morceaux d'arrachés, les gens se mettent des bouts d'entoilage dans les poches comme souvenir. Enfin bref, donc en fait, il va être transporté assez rapidement vers Dugny, au nord de l'aéroport, et donc là on va le ranger dans un hangar et on va le réparer pour qu'après il puisse repartir. Mais il est dans un état pitoyable. Bon, Lindbergh aussi n'est pas dans un très bel état parce qu'il est dans sa combinaison de vol depuis à peu près 36 heures, donc on va dire, et donc c'est une réussite éclatante, et Lindbergh va à partir de là être un personnage mondialement connu, et il va faire des tournées triomphales un peu partout. Il va aller à Londres, aux États-Unis. Il se promène avec son avion, enfin il se promène entre guillemets, et à chaque fois il est reçu en grande pompe dans toutes les villes qu'il visite. Enfin, les ovations. C'est un monsieur extraordinaire. Un personnage assez étonnant quand on regarde sa biographie. C'est un monsieur qui a un grand solitaire dans la tête en fait, et qui a une vie assez curieuse. Il marie la fille d'un ambassadeur des États-Unis, et Monroe, et donc ils ont un premier enfant qui est là, c'est kidnappé par une bande de voyous, et ça se termine très mal. On ne retrouvera jamais l'enfant vivant. Et donc après, ils ont de très grandes difficultés pour faire face aux médias qui les harcèlent d'une façon épouvantable aux États-Unis. Ils finissent par immigrer en Angleterre pour retrouver un peu de repos. Bon, la famille s'agrandira heureusement un peu après. Mais Lindbergh, après, donc à la fin des années 30, aura un parcours politique qui lui sera un peu reproché quand même. Il sera très proche des nazis, on va dire. Bon. Et donc, le président Roosevelt, en fonction à ce temps-là, malgré le fait que ça soit un grand héros, qui est le grade de colonel déjà dans l'armée de l'air à l'époque, américaine, il est plutôt mis dans un placard, quoi. Puis à la fin de la guerre, tout ça est remis, c'est la guerre froide et tout, enfin bref, et il est remis dans ses grades et fonctions, et il a eu un poste pour l'OTAN à Francfort. Et là, il va avoir une vie parallèle qui est quand même très étonnante. Il a 3 maîtresses qui donc sont visitées les unes après les autres en Autriche, en Suisse, en Allemagne. Et donc, à la fin de sa vie, il aura 13 enfants. Au total, dont je crois 2 légaux. Enfin bon, voilà. Donc c'est un monsieur très très bizarre. Mais bon, ça reste un aviateur extraordinaire. Bien sûr, et qui a vraiment réussi magnifiquement sa traversée atlantique. Ça c'est absolument une marque importante de son travail, c'est du travail de pro. Et au-dessus de nous, donc, le fameux point d'interrogation, c'est la même catégorie de gens. Alors, oui, en effet, on est vraiment sous les ailes d'un biplan, encore une fois, mais tout rouge. Tout rouge. Alors, tout rouge avec des noms de villes. Il a visité Shanghai, Calcutta, Karachi, Alep, Athènes, etc. New York, bien sûr. New York, Washington, etc. Donc, il va faire une tournée triomphale, cet avion, après avoir traversé l'Atlantique. On peut le décrire quand même encore. Alors, c'est un gros biplan, rond, enfin bien rond. C'est un Breguet Breguet type 19, qui est développé à partir du Breguet 14, qui a volé à partir de 1917 et qui a été abondamment utilisé par l'armée française à la fin de la guerre, donc 1917-1918, et sous 2 versions, un bombardier et un avion de reconnaissance. Et donc dans les années 20 est développé ce Breguet 19 qui reprend les mêmes principes. C'est un biplan, c'est un avion bois à hélice, un seul moteur, bois étoile, train fixe. L'avion de Lindbergh était plus moderne à ce point de vue. Il est bois étoile. Celui-là est bois étoile, oui, complètement. Alors, comme le Breguet aussi, il y a une part de la structure qui est en métal, mais donc c'est entoilé au final. Et donc 2 places et surtout d'énormes réservoirs, bien sûr, pour faire un vol de longue durée. Alors là, encore, il n'y a pas de cockpit. Enfin, si, il y a un cockpit, mais sans ouvert. Donc ils partent à 2. Alors c'est le fameux équipage Coste-Bellonte. Oui. Alors là, on a affaire à des gens de très 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 grandes compétences.
Dieudonné Coste, le pilote, a déjà à son actif de nombreux vols de raids exceptionnels. Et Bellonte, alors lui, c'est un personnage exceptionnel également. Il a commencé comme apprenti mécanicien dans une entreprise de moteurs d'aviation qui s'appelait Anzani. Anzani, entre autres, a fourni le moteur du Blériot 11, qui a été le premier à traverser la Manche avec Blériot, le constructeur et le pilote de l'avion. Donc c'est un moteur Anzani. Et donc Bellonte, c'est un autodidacte qui va terminer dans les années 50 comme ingénieur général de l'aviation civile. Et entre les deux, c'est un monsieur qui a acquis des connaissances du niveau d'ingénieur, hein, mais en autodidacte. Hein. Et là, sur ce vol, il aide Coste et en faisant fonction de navigateur et de radio. Et de mécanicien navigant, un petit peu. Ouais. Mais le vol est préparé avec là aussi un luxe de précaution et de qualification, de connaissances techniques. Donc ils connaissent très bien leur avion parce que, donc, en particulier Coste, il a déjà volé sur Breguet 19, il a déjà fait plusieurs raids. Donc la consommation horaire de l'avion est très très bien connue. Donc on sait bien à partir de 2 heures de vol ce qu'on aura consommé, 6 heures de vol ce qu'on aura consommé, et ainsi de suite. Donc on a une idée de ce qu'on peut embarquer comme carburant en fonction du temps de vol qu'on prévoit. Et là intervient un autre très grand spécialiste, Monsieur Viau, qui est le patron de la météo française à l'époque. Et Monsieur Viau va leur préparer une carte des vents sur l'Atlantique Nord qui est extrêmement précise pour les moyens de l'époque. Il n'y a aucun ordinateur, pas de satellite, hein, évidemment. Et eux, ceci étant, Monsieur Viau leur fait une carte qui est de très belle qualité. Et à la suite de quoi, Coste et Bellonte font une trajectoire sur l'Atlantique qui n'est pas du tout le vol tout droit, comme avait fait Lindbergh. Lindbergh, lui, s'était contenté de prendre la route droite, ce qu'on appelle une orthodromie en termes de navigation. Hein. Donc, en fait, c'est un arc de cercle un arc de grand cercle, hein, sur la surface terrestre. Et eux, ils savent bien que s'ils font ce vol comme ça, eh bien, ils vont rencontrer des vents de face importants. Donc, ils courbent leur trajectoire vers le sud, pour éviter les vents forts, les plus importants. Et ensuite, bien sûr, ils reviennent vers New York avec un cap plus au nord. Et au final, ça leur permet d'atteindre New York en 37 heures, un peu plus de 37 heures. Et donc, tout ça se passe en 1930, et en septembre 1930. Et là, on a une réussite éclatante d'un vol qui est préparé avec efficacité, minutie, rigueur. Et en fait, quand on regarde la préparation du vol, ils connaissent très bien leur avion. Ils connaissent très bien la consommation de l'avion en fonction du temps de vol. Ils ont une excellente préparation météo. C'est un équipage bien organisé. Et bien, on a exactement le travail qui est fait par les professionnels, les avions de ligne, les pilotes de ligne, alors actuellement. Tous les jours, font exactement le même travail. Coste et Bellonte travaillent en 1930 comme le commandant de bord et le copilote contemporain travaillent de nos jours. Vous connaissez avec bien, les moyens de l'époque. Oui, j'ai fait un petit peu Vous étiez pilote de ligne. Donc, mais moi, je suis admiratif de la qualité de leur travail et l'étendue de leurs compétences. Il faut bien se resituer, hein. On est en 1930. Hein. Donc c'est vraiment extraordinaire de voir l'avance qu'avaient ces gens-là sur des aventuriers divers et variés qui ont tenté le coup dans des conditions très acrobatiques et puis quelquefois en y laissant la vie, quoi, hein. Mais là vraiment on est vraiment face à des gens très 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 sérieux. Alors je mentionnais tout à l'heure aussi l'oiseau canari qui lui tente en 1929 la traversée en partant des États-Unis. Est-ce que je peux juste vous poser une question à l'arrière? Qu'est-ce qu'il y a du point d'interrogation? Alors le fameux point d'interrogation. Il y a ce grand point d'interrogation qui est peint sur le fuselage. Alors oui, on parlait tout à l'heure. Il y a une cigogne d'ailleurs aussi. Il y a aussi une cigogne, oui, parce que c'est relié au passé militaire de Coste pendant la Première Guerre mondiale. Et alors. Et à l'arrière, il y a. Alors à l'arrière, il y a un patin là qui part, parce que ce sont des avions ce qu'on appelle le train classique. Donc le train principal est sous les ailes en gros. Et puis à l'arrière, il y a un patin qui frotte pendant le décollage et l'atterrissage. Voilà. D'accord. Et le point d'interrogation. Alors petite histoire parce que bien sûr pour faire un vol comme ça, faut trouver de l'argent. Et il y a un parfumeur très connu à l'époque, qui s'appelle Monsieur Coty, qui a mis beaucoup d'argent dans la préparation de ce vol. Mais ce monsieur craignait un peu quand même que, au cas où, parce que tout ça est un peu aventureux, voyez-vous, et puis bon, on se demandait si ça allait être une réussite. Alors si c'était un échec, Monsieur Coty aurait eu
disons, des soucis d'image, comme on dirait de nos jours. Et donc, il ne voulait pas qu'on sache que c'était lui qui avait financé. Après la réussite éclatante de ce vol, alors évidemment, M. Coty s'est fait connaître. Mais dans un premier temps, on a caché le nom du sponsor principal, comme on dirait maintenant, et d'où le point d'interrogation blanc qui est peint sur la coque rouge de cet avion. Voilà. D'accord. Et donc, on mentionnait une autre tentative qui est partie encore avec un équipage français. Alors, c'est le fameux oiseau canari, qui était avant dans ce hall, mais qui actuellement n'est plus visible. Alors, tout à l'heure, nous avions l'oiseau blanc. Maintenant, nous avons l'oiseau canari. Alors voilà, pourquoi ? Il est peint en jaune. Il est peint en jaune canari. Et donc là, c'est un jeune homme qui dispose de fonds assez sérieux et qui est Monsieur Lotti. Et il s'associe à deux autres, Assolan et Lefebvre, pilotes. Et alors Lotti fait un peu fonction de radio pendant le vol, mais c'est donc lui qui apporte l'essentiel des fonds pour cette tentative. Alors eux, ils sont un petit peu inquiets sur la distance, donc ils partent pas vraiment de New York. En fait, ils parlent de Boston, d'une grande plage. Et bon, le vol a peut-être été un petit peu moins bien préparé que les gens dont on a parlé auparavant. Et eux, bon, ça décolle déjà très, très, très difficilement. Mais bon, ils finissent par décoller. Et puis après, bon, les vents contraires qu'ils rencontrent et puis les conditions météo les obligent à obliquer sur une route plus au sud. Et en finale, ils vont se poser sur le nord des côtes espagnoles, près de Santander, et quasiment en panne d'essence, quoi. Il fallait vraiment qu'ils se posent. Ils vont essayer de trouver de l'essence, ils en remettent un peu dans l'avion, et ils repartent vers le nord, mais finalement, ils vont encore se reposer sur une plage près de Cazaux, en Gironde. Et puis, ils remettent un peu d'essence dans l'avion, et hop, on repart, et cette fois-ci, on va au Bourget. Hein. Donc, voilà, tout ça, c'est fait donc en juin 1929. Mais bon, on peut parler d'une réussite si on veut, mais ça a été quand même, ça a été très très tangent, quoi. Et d'ailleurs, l'avion a fait que ce vol-là. Et puis après, il a été donné au musée de l'air direct. Et alors, pardon, donc maintenant vous dites, là, il n'est pas ici, il n'est pas dans le hall. Mais il est toujours dans les réserves du musée de l'air. Mais en restauration, non ? Non, c'est-à-dire qu'en fait, il est stocké dans un hangar qui, pour l'instant, n'est pas encore accessible. Voilà, il est simplement stocké, donc, mais il est stocké, mais pour l'instant. On le verra. Alors, il y a aussi d'autres avions encore dans. Ah oui, bah bien sûr, on a d'autres avions dans ce hall, entre deux guerres. On a aussi quelques moteurs qui sont présentés. Et donc qui permettent de voir. Alors ces moteurs ne sont pas tous de l'entre-deux-guerres, certains sont plutôt des années 40, hein. Mais on a aussi le De Voitine qui a été restauré récemment par les ateliers du musée de l'air, hein. Donc c'est le De Voitine 530, hein. Et c'est un avion très connu parce qu'il était la machine personnelle de Marcel Doré. Ah oui. Alors Marcel Doré, c'est un de ces pilotes très connus des années 30. L'aviation était très très populaire, hein, dans ces années-là. C'est encore vrai, il y a beaucoup de monde qui vient sur les meetings aériens encore de nos jours, mais à cette époque, bon, il y avait encore une certaine aura de l'aviation, c'était nouveau, c'était aventureux, c'était joli à voir. Et donc ce De Voitine était le De Voitine personnel alors, de Marcel Doré, et donc il faisait ce qu'on appellerait de nos jours de la voltige aérienne en meeting, hein, et qu'à l'époque on appelait de l'acrobatie. Et donc c'est un monoplan avec l'aile au-dessus du fuselage, aile haute. Hein, aile haute, oui voilà. Aile haute qu'on appelle la formule parasol, c'est-à-dire que l'aile ne touche pas au fuselage, la liaison entre le fuselage et la voilure est obtenue par des mâts, hein, donc qui sont connectés au fuselage et à la voilure de chaque côté. Et donc, bon, c'est un monoplace, hein, et donc, là, il est en aluminium. Oui, alors là, on est en partie en alu, c'est aussi entoilé, hein. Le fuselage est tout en alu, et l'aile est en structure métallique, mais une hélice. Et il y a une seule hélice, bien sûr, hein, monomoteur. Alors, il y a une certaine recherche, hein, déjà à cette époque, hein, début des années 30, d'une meilleure aérodynamique. C'est un moteur en ligne, hein, en fait, c'est un V12, hein, et donc de 500 chevaux, et
Donc c'est ce qui se fait de mieux à l'époque, un moteur Hispano-Suiza, donc en motorisation, c'est tout à fait à la pointe de ce que sait faire l'industrie française à l'époque. Mais pour la voltige, une aile est mieux que deux ailes ou voilà, À l'origine, les gens qui ont conçu les biplans pensaient justement qu'avec deux ailes, on avait une meilleure résistance. Oui, oui. L'ennui, c'est qu'on est obligé de réunir ces ailes avec des haubans, oui. Et puis ça fait deux ailes, donc de toute façon, ce qu'on appelle la traînée, c'est-à-dire la résistance que doit affronter l'avion pour avancer, eh bien la traînée est supérieure avec un biplan. Donc dès qu'on a pu, eh bien, on a essayé de faire des monoplans qui traînent moins, mais eux, dans les premiers temps, ça n'a pas été tout simple. Donc, il y a des gens qui, par exemple, on parlait du Junker, d'avion de ligne tout à l'heure, qui lui est bel et bien monoplan. Donc il y a des constructeurs qui, d'entrée, choisissent le monoplan parce que c'est clairement aérodynamiquement la meilleure formule. Bon, mais le biplan va rester très très longtemps en utilisation dans les années 20 et 30. Oui, pardon, mais alors vous disiez monoplan, le Junker, là, mais là, l'aile est basse. Alors que là, celui-ci, là, le De Voitine 530, l'aile est haute. Oui, absolument. Donc, c'est des choix qui peuvent être faits par le constructeur. Oui. Alors disons que c'est grosso modo équivalent. Alors bon, il y a des justifications techniques, aérodynamiques pour une option ou l'autre, mais disons que de plus en plus fréquemment de nos jours, on voit toujours un peu la même architecture, c'est-à-dire que les ailes sont en bas ou sous le fuselage ou au milieu du fuselage. Donc la formule qu'a le De Voitine 530, c'est-à-dire parasol avec son aile légèrement décalée par rapport au fuselage, n'est plus en vigueur de nos jours. Et là maintenant nous avons donc un avion, alors là cette fois tout bleu et cette fois avec un cockpit fermé et apparemment c'est le Simoun, le Caudron Simoun. Oui, alors le Caudron Simoun, c'est un avion très très connu des années 30 en France. Donc c'est un petit avion avec un seul moteur, avec de très belles lignes. L'ingénieur Marcel Riffard, très connu à l'époque également, un moteur Renault. Et donc cet avion a été utilisé par une entreprise qui s'appelait Air Bleu, qui a débuté tout de suite juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc il avait pour but de transporter de la poste. En fait, un des personnages qui était à l'origine de cette entreprise, c'est le fameux Didier Dora, qui est le fondateur, enfin, un des grands initiateurs de l'aéropostale. Oui. Et donc après l'arrêt de l'aéropostale, la création d'Air France en 1933, il a aussi créé cette entreprise Air Bleu. Alors ils ont commencé avec des vols de jour postaux. Là aussi, c'était du travail professionnel, un pilote, un radio à l'époque, qui faisait de la radionavigation, qui était capable de voler au-dessus des nuages, donc pour se poser et transporter le courrier. À l'époque, l'ensemble n'a pas connu un grand succès, et donc en fait, le succès est arrivé avec des vols de nuit. Mais alors à ce moment-là, c'était des avions un petit peu plus gros, bimoteurs, et donc qui ont commencé une exploitation postale de nuit en 1939. Ça s'est bien sûr arrêté avant la guerre. Après la guerre, c'est reparti immédiatement. Une liaison administrative Poste et Air France. Donc ça s'appelait le Centre d'exploitation postale de nuit, CEPN, et donc ça a duré jusqu'en 2000. Eh bien, merci infiniment, monsieur Alain Roland. Là, nous avons fait le tour, je crois, en tout cas de ce hall de l'entre-deux-guerres, du Musée de l'air et de l'espace. Et nous vous disons à très bientôt pour une autre émission.